Chers concitoyens, la semaine dernière, nous étions restés sur 4 acceptions vernaculaires, populaires du mot « science » et nous avions passé en revue les motifs des rejets ou des sciences ou des récupérations des sciences dans des objectifs qui ne sont pas les leurs à l'occasion d'une confusion entre ces 4 motifs. C'est-à-dire, on rejetait ou on récupérait ou on tentait de modifier une méthode rationnelle d'explication du monde réel au motif que l'un des 3 premiers thèmes qui sont ici présents dysfonctionnait. Alors, on avait bien distingué donc, les sciences entendues de manière populaire comme un ensemble de résultats, les sciences distinguées comme une institution, une société de chercheurs dans la société et les rapports que ces chercheurs entretiennent avec la société, les sciences conçues seulement à travers leurs applications, au point 3, et enfin les sciences conçues peut-être préférentiellement, dois-je dire, par nous les scientifiques, comme étant une méthode rationnelle d'exploration, d'explication du monde réel. Alors, la semaine dernière, on avait bien vu qu'il était utile, il était même nécessaire pour exercer pleinement notre citoyenneté, d'identifier ou d'avoir quelques éléments pour identifier ce que c'est qu'une méthode rationnelle d'explication du monde réel. Alors c'est un petit peu à ça qu'on va s'atteler ce soir. Je ne prétends pas vous servir une définition trop normative de ce que sont les sciences, mais en tout cas vous donner des principes essentiels pour avoir une démarche scientifique. Rappelons, avant d'aborder ce que peut être une démarche scientifique, que le but des sciences, et il faut se le remettre en tête, c'est de produire collectivement, j'aurais dû écrire, produire collectivement des connaissances objectives sur le monde réel. Alors, l'aspect collectif de la validation des savoirs scientifiques est déjà presque contenu dans cette notion de connaissance objective. Une connaissance ne peut être objective que lorsqu'elle a été corroborée par des observateurs indépendants. Comme je vous le disais peut-être la semaine dernière, au moment où vous publiez un résultat dans un journal spécialisé, même si vos pairs ont évalué ce que vous avez tenté de publier, même si le journal accepte de publier ce que vous avez proposé, eh bien, ce que vous publiez n'atteint pas tout de suite son statut de connaissance objective. Il faudra quand même quelques temps avant que des observateurs indépendants vérifient votre résultat. Alors, quand je dis vérifie, soit ça passe par la reproduction du même résultat et sa validation, soit ça passe par sa réfutation, et sa réfutation elle-même aura besoin d'être répétable. Donc je ne vais pas m'engager dans un débat sur en science est-ce qu'il faut être vérificationniste ou est-ce qu'il faut être réfutationniste. Cet exercice collectif de validation des savoirs passe par éventuellement même la réfutation d'un savoir qui aurait été mal bâti. Donc, ces connaissances objectives sur le monde réel, leur validation a résolument une dimension collective. Et ça fonctionne depuis que les sciences sont sciences. Comme je vous le disais la semaine dernière, il y a 2 siècles et demi, peut-être 3 siècles, précisément, les scientifiques ont reculé pour mieux sauter, dans le sens où, comme ils ont décidé de travailler de manière collective, ils ont laissé au vestiaire de leur laboratoire leurs options métaphysiques et politiques personnelles, au motif qu'ils allaient partager à travers un rapport qu'ils entretenaient avec un 3e larron, c'est-à-dire le monde réel par voie d'expérience, ils allaient partager ce qui est partageable, n'expliquer la nature qu'avec les seules ressources de la nature, nous disait Diderot. Donc, cette dimension collective, elle fait partie à la fois des pratiques fondamentales des scientifiques en même temps que leur éthique. Ça n'est pas par l'autorité d'un seul, du moins en principe. Je ne veux pas vous servir une vision angélique des sciences. Il y a bien des phénomènes sociaux qui s'y expriment. Mais en principe, ce n'est pas par l'opinion d'un seul ou l'autorité d'un seul qu'un résultat se voit validé ou se voit accéder le statut de connaissance objective. C'est précisément parce que ce résultat est proposé à la face du monde comme potentiellement déstabilisable. L'autorité ou la force d'une assertion scientifique, ce n'est pas son recours à une autorité politique ou religieuse, ou même morale. La force d'un résultat scientifique, c'est précisément le fait qu'il ait résisté à des entreprises successives de déstabilisation ou de vérification, si vous voulez le dire comme ça. Alors, on est véritablement... Là, j'insiste, vous verrez pourquoi, j'insiste assez lourdement sur la dimension collective de la construction des savoirs scientifiques.
cette qualité de connaissance objective, elle est liée à la reproductibilité des expériences. Et la reproductibilité des expériences est fondée sur 4 piliers que je me propose de vous énoncer dans un instant. Ces 4 piliers sont fondés sur un espoir d'universalisme, c'est-à-dire qu'en fait, si mes connaissances, si je souhaite à ce qu'elles deviennent objectives, c'est qu'elles sont fondées sur cette possibilité d'être partagées, c'est qu'elles sont vérifiées par des gens à qui je n'ai jamais parlé. Il y a donc un universalisme derrière le projet des sciences, mais c'est un universalisme qui ne s'impose pas par voie d'autorité. Ça serait ce qu'on appellerait un universalisme non dogmatique. Je reprends la formule du philosophe Yvon Quignoux. Non dogmatique parce que justement, les scientifiques sont tout, dans leur organisation collective, sont tout sauf dogmatiques. Individuellement, vous pouvez trouver des scientifiques dogmatiques, bien sûr, individuellement. Mais au niveau de la collectivité, les scientifiques s'organisent entre eux. La façon dont ils sont organisés ne permet pas de fonder un universalisme sur un dogme, bien au contraire, sur, comme je vous le disais, la possibilité même de remettre en cause ce qui a été proposé. Donc si les connaissances scientifiques sont universelles, c'est bien par leur potentiel déstabilisation toujours possible, toujours des remises en cause nécessaires qui se succèdent, et non pas par l'existence d'un dogme. Alors vous trouverez bien dans la littérature l'utilisation du mot dogme, bien sûr, ça on n'y échappe pas. Néanmoins, je pense profondément que depuis 2 siècles et demi, voire 3 siècles, c'est là-dessus qu'on se fonde. Alors ça marchait aussi dans les siècles antérieurs, mais dans les siècles antérieurs, il y avait quand même un élément lourd politique qui venait perturber cette dynamique, c'était la soumission exigée par le pouvoir politique des sciences à la théologie. Et ceci a quand même, on va dire, a permis bien sûr des découvertes scientifiques, a quand même permis des progrès techniques, mais néanmoins, dès qu'il s'agissait de venir légiférer sur des terrains dont les religions voulaient avoir le monopole, comme par exemple le discours sur les origines, eh bien, il n'était pas permis d'être sceptique lorsqu'on était scientifique. Je vous rappelle cette anecdote sur Buffon. Je ne sais plus si je vous l'ai raconté la semaine dernière. Oui ou non, ce qui était la semaine dernière. Buffon, à qui on a demandé en 1751 de récuser publiquement ses résultats sur l'âge de la Terre, parce que les 75 000 ans auxquels il avait accédé par voie expérimentale dans ses forges à Montbard n'étaient pas compatibles avec les 4000 ans tolérés par la Sorbonne tenue par les théologiens. Donc, être scientifique avant 1750 ou avant 1700, si vous voulez, ne signifie pas quand même tout à fait la même chose qu'être scientifique après la Révolution française, enfin, on va dire après la charnière 18e, 19e siècle. Pendant le siècle des Lumières, les scientifiques ont acquis leur autonomie politique. Et ça, c'est très important pour la dynamique du métier. Alors, quelle est, depuis donc, ces 2 siècles, la dynamique de ce métier ? Je vous propose 4 piliers pour une démarche scientifique. 4 piliers un petit peu comme des pieds d'une chaise, vous voyez. Si vous cassez l'un des pieds, la chaise ne tient plus debout. 4 piliers qui ne sont pas tant normatifs, ils sont plutôt descriptifs. Je vous décris le contrat de ce qu'on apprend à nos doctorants lorsqu'ils apprennent à être des scientifiques. Avec évidemment les travers que vous pouvez imaginer d'ordre sociologique, économique. Bien sûr que tout le monde n'est pas formé dans un monde idéal au maximum de la qualité qu'on pourrait espérer. Néanmoins, je suis quand même convaincu qu'il y a un contrat, et ce n'est pas parce que certains commettent des entorses à ce contrat que ce contrat n'existe pas. Le premier motif du contrat pour être scientifique, c'est d'être sceptique sur le monde, sceptique sur les faits, pardon. Un scepticisme initial sur les faits. Nous ne sommes pas sceptiques sur nos méthodes, car nous savons en principe ce que c'est que d'avoir une attitude scientifique, mais nous sommes sceptiques sur nos faits. D'abord sur les nôtres, ceux qu'on découvre, et ensuite ce que nos prédécesseurs ont trouvé. Nous posons des questions honnêtement ouvertes sur le monde, et je refuse cette réduction que font certains sociologues à l'activité des scientifiques, qui consiste à les décrire comme des gens qui poursuivent une idée fixe, qui poursuivent une marotte, qui veulent absolument prouver une idée préconçue. Ce n'est pas, je pense, la majorité de nos collègues. Nous faisons des expériences sur le monde réel parce que nous nous posons honnêtement des questions quant à la mise en rationalité de ce monde réel. Un scepticisme initial sur les faits. Lorsque vous construisez une expérience, évidemment, vous vous doutez du type de réponse qui peut sortir du dispositif expérimental.
Vous avez un cône des possibles. Hein. Mais ce cône des possibles n'est pas là pour empêcher la surprise de survenir. Et il y a toujours des surprises. Je vais peut-être changer d'exemple, je ne vais pas vous reprendre la morue et le Saint-Pierre, mais je vais vous prendre le poisson des glaces et la perche. Eh bien, moi qui fais de la phylogénie, vous savez, ces arbres qui reconstituent les degrés successifs d'apparentement entre les espèces, lorsque nous séquençons des gènes et que nous cherchons les degrés d'apparentement entre espèces, ce que l'algorithme va sortir de l'analyse des gènes, parfois, c'est complètement surprenant. Et si on secoue ce qui est surprenant, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé changer la face du monde à peu de frais quand vous êtes scientifique. Plus quelque chose est surprenant, plus vous devez le secouer vous-même avant de le présenter à la face du monde. Plus c'est surprenant, plus vos collègues vont exiger de vous que ce que vous trouvez est fiable. Et donc nous sommes les premiers en principe à éprouver ce que nous trouvons de surprenant. Eh bien oui, je ne m'attendais pas à ce que les poissons des glaces qu'on ne trouve qu'en Antarctique et pour plus proches cousins, les perches de nos rivières. Ah bah, nos perches de nos rivières, elles sont dans nos rivières, elles sont de l'hémisphère nord. Mais qu'est-ce que ça a comme rapport avec les poissons des glaces qu'on ne trouve qu'en Antarctique? Et oui, c'est surprenant, il y a des choses qui se sont passées dans le passé et dont je n'ai plus les traces. En tout cas, j'ai dû bien secouer mes arbres pour vérifier que ça tenait debout cette histoire. Effectivement, un scepticisme initial sur les faits, c'est la première attitude pour être scientifique. Est-ce que j'ai des exemples? Non, je n'ai pas d'exemple, mais l'exemple contraire au scepticisme initial sur les faits, c'est typiquement la pseudo-science, la creationist science américaine, dont je vous parlais la semaine dernière. Comme j'y reviens, parce que justement, on a là le contraire des gens qui se prétendent scientifiques et qui font exactement le contraire de ce scepticisme initial, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils vont prouver scientifiquement la véracité du contenu littéral d'un texte sacré, en l'occurrence la Genèse biblique, et qui ont, vis-à-vis de cette Genèse biblique, une programmatique de la découverte. C'est-à-dire qu'ils savent d'avance, ils le disent même, ils l'exposent en tant que programme, il faut démontrer scientifiquement que la Terre n'a pas plus de 4000 ans. Il faut démontrer scientifiquement une généalogie séparée des hommes et des singes. Il faut démontrer scientifiquement la contemporanéité des couches sédimentaires, ça renvoie au déluge, hein, bien sûr, etc. Il y a toute une série d'assertions dont on dit qu'il faut les prouver scientifiquement. Je ne trouve pas une seule trace de scepticisme initial sur les faits dans un programme comme ça. Les scientifiques ont peut-être un programme dans l'orientation générale de leur recherche. À quel type de questions vont-ils tenter de répondre? Mais à aucun moment, ils n'ont une programmatique de ce qu'il y a à trouver sur le monde réel. En principe, on doit pouvoir laisser place à la surprise. Deuxième pilier élémentaire, alors tellement élémentaire, mais en même temps tellement bizarre au regard de la façon dont raisonnent certaines écoles de philosophie. Le deuxième pilier, ça serait le réalisme de principe. Alors méfiez-vous du mot réalisme, parce que ce mot est utilisé en philosophie dans bien des sens différents. Là, je parle d'un réalisme particulier qui consiste à considérer que l'existence du monde là-dehors, le monde qui est là-dehors, l'existence du monde ne dépend pas du discours que j'en ai et ne dépend pas non plus des concepts que je fabrique sur ce monde. Je vous donne un exemple trivial. Si je vous dis que dans les labos de sciences, il n'y a plus de poissons, vous pourriez me dire, vous vous foutez de moi, la truite, elle est toujours là dans la rivière. Hein. Le concept de poisson, il est relativement indépendant, enfin il ne dépend pas de l'existence de la truite, et l'existence de la truite ne dépend pas de la validité du concept de poisson. Le réalisme, ça consiste à considérer que le monde existe indépendamment de nous, tout simplement. Quel sens aurait le pari que nous faisons sur la reproductibilité des expériences? Quel sens aurait le pari selon lequel je souhaite, par exemple, qu'un Japonais à l'autre bout du monde puisse retrouver le même résultat que moi, alors que je n'ai jamais envoyé un seul courrier électronique à ce Japonais ou à ce seul échantillon? Quel sens aurait ce pari si je ne pariais pas que le monde réel se manifeste au Japonais comme il s'est manifesté à moi? La reproductibilité des expériences est fondée, bien sûr, sur cette idée que le monde réel ne dépend pas du discours. L'existence de ce qu'il y a dans le monde réel ne dépend pas du discours qu'on a sur ce monde. Après, on peut pousser d'un cran,
la tergiversation philosophique, on peut poser d'un cran en disant oui, mais finalement les concepts et les mots du japonais ne sont-ils pas les mêmes que les vôtres, etc. Fondamentalement, la régression ne tient pas. Nous fondons effectivement nos expériences sur ce pari. Troisième pilier, tout ce que la science appréhende du monde réel est matière ou propriété de la matière. Alors là, il faut s'arrêter un instant avec ça, parce que c'est ce qui est le plus attaqué par les organisations politiques qui instrumentalisent les sciences dans le sens où je vous en parlais la semaine dernière. Les scientifiques ne sont pas outillés pour tenir un discours philosophique qui consisterait à dire, par exemple, tout est matière, ou qui consisterait à dire tout est esprit, avec un grand E, l'esprit étant défini comme immatériel par définition, ou ne serait même pas outillés pour produire ce qu'on appelle, ou pour asseoir ce qu'on appelle un dualisme, c'est-à-dire dans le monde réel, il y a de la matière et il y a de l'esprit. Aucune de ces trois postures philosophiques ne sont empiriquement accessibles à la communauté scientifique. Par contre, le scientifique, il sait avec quoi il travaille. Et il peut dire « Ah, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans le monde, mais je sais que ce dont je peux m'emparer par voie expérimentale, c'est matière ou propriété très sophistiquée de la matière. » Alors, vous voyez bien la nuance, les sciences n'imposent pas une ontologie matérialiste. Par contre, les sciences ne sont capables que de travailler avec matière ou propriété sophistiquée de la matière. Il y a quand même une humilité à qualifier ce matérialisme de seulement méthodologique, c'est-à-dire nos méthodes doivent leurs conditions au fait que nous n'appréhendons que la matière, nous ne savons appréhender que la matière ou propriété sophistiquée de cette matière. En d'autres termes, ce que dit tout simplement ce matérialiste méthodologique, il est relativement humble. Il dit s'il y a autre chose, je ne sais pas faire avec. S'il y a dans le monde réel de l'esprit avec un grand E déclaré a priori matériel, s'il y a des anges, s'il y a des élans vitaux, s'il y a des fantômes, s'il y a etc., nous ne savons pas travailler avec les entités qui seraient déclarées a priori comme immatérielles. Ceci n'est pas un postulat philosophique. Ceci est une humilité méthodologique. Vous voyez bien la différence, je pense. En fait, ça conditionne la reproductibilité des expériences. Pour vous le dire autrement, comme le dit par exemple le philosophe Denis Colin ou Yvon Quignoux, ce matérialisme méthodologique des sciences, c'est tout simplement la voie d'accès que les scientifiques se sont trouvés pour accéder à la connaissance objective. C'est une condition d'accès à la connaissance, ce n'est pas une description particulière de la matière. En d'autres termes, ça relève de l'épistémologie, les conditions d'accès à la connaissance objective, et ça ne relève pas de l'ontologie, c'est-à-dire de ce qui est. Alors, cette distinction, elle est fondamentale à comprendre pour les citoyens, parce que vous avez des écoles de pensée en philosophie et même en sciences, ici en France, qui travaillent dans des organisations dont on a parlé la semaine dernière, et qui travaille à spiritualiser en quelque sorte le travail des scientifiques au motif que la matière aurait sa description qui se dématérialiserait. Bernard d'Espagna, pour ne pas le citer, qui vient d'ailleurs de remporter le prix de la John Templeton Foundation en 2009, un physicien qui confond le moyen d'accès à la connaissance objective et une description particulière de la matière en disant le matérialisme scientifique, on ne sait plus ce que c'est parce que la matière, on ne sait plus ce que c'est. La matière se déchosifie, la matière se dématérialise, sa description échappe à nos conceptions, on va dire, plus sensibles, vernaculaires. J'ai envie de vous dire, depuis les Grecs, la description de la matière n'a cessé de changer. Pour Aristote, est matière ce qui est changeant. Pour le philosophe Mario Bunge, même chose, il reprend cette définition. Comment définir la matière ? Est matière ce qui est changeant. Ça vous donne une sacrée marge, c'est tout ce qui est doté d'énergie. Trouvez-moi n'importe quel type de formulation pour décrire cette énergie, c'est ce avec quoi travaillent les scientifiques. Si est matière ce qui est changeant, depuis les Grecs, nous ne cessons de modifier notre description de la matière, enfin la description qu'on pense être la plus adéquate.
Ça n'a jamais rien changé à ce mode d'accès à la connaissance objective tel que je l'énonce ici. Ce matérialisme des scientifiques n'est qu'un matérialisme méthodologique, c'est un moyen d'accès à la connaissance. En d'autres termes, nous n'avons pas trouvé les moyens, nous scientifiques, collectivement, je dis bien collectivement, nous n'avons pas trouvé les moyens de travailler avec des choses qui seraient déclarées a priori comme immatérielles. Alors, il ne faut pas confondre ce matérialisme méthodologique avec d'autres types de matérialisme que vous pouvez croiser dans la langue courante. En général, les organisations politiques qui veulent récupérer les sciences s'emploient à créer cette confusion en parlant de matérialisme sans mettre d'adjectif derrière et donc sans préciser duquel on parle, ce qui fait qu'il y a un flou qui est laissé à dessein, parce que je vous rappelle que dans nos sociétés d'aujourd'hui, on parle d'une société matérialiste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une société matérialiste? Alors, une société matérialiste, c'est sous-entendu la plupart du temps, quand vous entendez ça, c'est une société de consommation qui ne vit que pour l'argent et les biens de consommation, et qui serait, quelque part, c'est pas très joli, hein, c'est immoral, hein, une société matérialiste, et comme les sciences sont matérialistes, elles sont responsables du caractère matérialiste et immoral de nos modes de consommation et de nos modes d'être social, en quelque sorte. Vous voyez, faire cet amalgame, c'est très pratique parce que ça permet de jeter le discrédit sur des scientifiques qui seraient conscients de la condition matérialiste de leur méthode. Alors évidemment, le tour de passe-passe, il est fait régulièrement dans les journaux. Nous sommes qualifiés de matérialistes sans plus d'adjectifs, donc à confondre avec le matérialisme vulgaire, qui est récusé bien sûr, et qui en général sert de levier à la réintroduction du rôle des religions dans la vie sociale et dans la vie scientifique, parce que seules les religions seraient garantes d'une moralité qui vous éviterait de vivre dans un monde par trop matérialiste. Évidemment, tout ça, c'est discutable à mon sens, mais c'est discutable pas au sens de ce qu'on discute en science, c'est discutable sur le plan philosophique et sociologique, bien sûr. Alors, à ne pas confondre non plus avec un matérialisme ontologique, là aussi, c'est relativement fréquent comme type de confusion. Confondre un matérialisme scientifique qui est prudent, c'est-à-dire qui n'est que méthodologique, avec un matérialisme philosophique. Et là, on fait sortir la science de ses droits, enfin, de ses droits collectifs en tout cas, en faisant légiférer la science sur le terrain de la philosophie. Hein. La science serait porteuse en quelque sorte d'un matérialisme philosophique à dessein. D'abord, ce matérialisme ontologique n'est pas testable empiriquement, mais deuxièmement, je dirais que les sciences sortent de leur rôle, là. On les fait sortir de leur rôle. Lorsque nous posons une question de fait sur la table, lorsque nous trouvons un résultat, ce résultat n'est jamais servi à dessein pour servir une philosophie particulière, une morale particulière ou une posture métaphysique particulière. Il y a une relation asymétrique entre ce que les scientifiques font et ce d'où ils viennent sur le plan philosophique. Je m'explique. C'est certainement le matérialisme philosophique des Lumières qui a émancipé la condition politique des scientifiques au XVIIIe siècle. On leur doit beaucoup. Donc les sciences s'enracinent bien dans une pensée matérialiste, certainement, mais en retour, les scientifiques tels qu'ils sont organisés aujourd'hui collectivement ne doivent rien à cette philosophie. Excusez-moi de dire des choses aussi bêtes, mais ma perche apparentée à mes poissons des glaces de l'Antarctique, je n'ai pas produit cette assertion volontairement pour asseoir quelque part une acception métaphysique du monde qui ne serait que matérialiste. Ce n'était pas mon intention, je suis neutre de ce point de vue-là. Ni pour, ni contre, ni avec, ni sans. Ce que nous posons sur la table, si vous voulez, est non intentionné sur le plan philosophique et sur le plan moral et politique. Nous avons, je crois, lourdement insisté la semaine dernière sur la nécessaire étanchéité entre les discours de fait et les discours de valeur. Cette étanchéité, elle est censée se vérifier. Alors, j'ai bien elle est censée, parce que le monde n'est pas aussi pur que ce que je vous présente là, bien sûr, mais elle est censée, cette étanchéité vaut aussi pour les rapports entre ce que le scientifique pose sur la table et les conséquences métaphysiques de ces résultats qui sont à gérer de l'autre bord, en quelque sorte.
Alors évidemment, ce matérialisme méthodologique, il a été décrié par les acteurs de l'intelligent design, dont je vous parlais la semaine dernière, par Philip Johnson, qui est juriste. Il a été assigné à une idéologie, c'est-à-dire que les scientifiques qui seraient conscients de la condition matérialiste de leur démonstration, de leur démonstration empirique, de leur expérience, eh bien, seraient des marxistes. Alors là, il y a un tour de passe-passe qui est fait. Matérialisme, ah oui, c'est vrai, ça me rappelle le matérialisme dialectique de Marx et Engels. Ça, voilà, on enracine ça dans. Alors évidemment, c'est très inexact, hein, c'est très critiquable. Le matérialisme dont je vous parle, c'est-à-dire la condition d'accès à la connaissance scientifique, ce matérialisme-là, même s'il ne se nomme pas comme ça, remonte aux origines des sciences. Les sciences se définissent par leurs conditions d'accès à la connaissance objective via un matérialisme empirique. Ça remonte bien avant Marx et Engels. N'expliquer la nature qu'avec les seules ressources de la nature, ça nous vient de Buffon et Diderot, mais vous pouvez remonter plus loin si vous voulez. Et puis, alors, le matérialisme qui serait un réductionnisme. Alors ça aussi, on trouve ce tour de passe-passe. Ah, si vous êtes matérialiste, vous expliquez l'amour avec des mouvements de molécules. Vous êtes ridicule, bien sûr, ça rime. Vous expliquez les relations sociales avec des mouvements de molécules. Alors, là aussi, ne nous laissons pas abuser par ces tours de passe-passe que l'on trouve dans nos grands journaux. Hein. Je ne vous fais pas de la décoration, là. C'est des choses qu'on trouve couramment dans les journaux aujourd'hui. Si vous avez un scientifique qui a le courage d'affirmer la condition matérialiste de ces méthodes, vous êtes qualifié immédiatement de réductionniste. Parce que, qu'est-ce qu'on entend par matérialiste? On entend matière, on entend molécule. Il y a des associations d'idées, pas toujours à droite, comme ça, qui se font. Et puis, alors, on dit, voilà, est matérialiste, le sociologue qui va aller réduire les rapports sociaux à des mouvements de molécules. Alors, il y a un matérialisme philosophique bien plus intelligent que cela, bien sûr, et même méthodologique bien plus intelligent que cela. Je vous donne juste la métaphore de la molécule d'eau parce qu'elle est jolie. Vous connaissez les propriétés d'un atome d'oxygène, vous connaissez les propriétés des atomes d'hydrogène. Faites-moi la somme des propriétés d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, vous n'aurez jamais, cette somme vous la faites, vous n'aurez jamais les propriétés d'une molécule d'eau. Il y a, lorsque les systèmes se combinent entre eux, ce qu'on appelle l'émergence de propriétés nouvelles. Et que plus vous montez en système d'intégration, plus vous faites émerger des propriétés qui ne sont pas réductibles à la somme des propriétés des parties constituantes. Et vous pouvez très bien être sociologue aujourd'hui et décrire des rapports sociaux en vous déclarant matérialiste en méthode. C'est-à-dire que vous ne réduisez bien évidemment pas des rapports sociaux en termes de mouvements de molécules, parce que vous ne pouvez pas le faire à cause des propriétés émergentes des différents niveaux d'intégration qui se succèdent. Mais ça veut dire tout simplement que vous ne faites pas appel à des entités immatérielles ou déclarées a priori comme immatérielles. Un psychologue clinicien pourrait vous dire la même chose. Étudier les états mentaux, les analyser et puis même peut-être trouver des solutions thérapeutiques à des états mentaux générateurs de souffrance, eh bien, vous pouvez très bien le faire en vous déclarant matérialiste en méthode. Ça veut dire que vous ne dissociez pas l'âme du corps en déclarant que l'âme est immatérielle par définition. Simplement, vous faites dépendre, dans une certaine mesure, les états mentaux de l'organe qui soutient ces états mentaux, bien sûr, hein, c'est-à-dire le cerveau, le néocortex. La physiologie de l'organisme dans son ensemble. Ça n'est pas pour autant que vous êtes adepte aux médicaments psychotropes. Hein. Vous pouvez même améliorer les états mentaux par un traitement à des niveaux d'intégration qui ne sont pas celui des molécules. Hein. Donc le matérialisme méthodologique n'est certainement pas à mettre en adéquation avec un réductionnisme. C'est beaucoup plus fin que ça, cette affaire. Je reviens là maintenant. Il nous reste une dernière propriété, mais avant de passer à cette dernière propriété, sur le statut du matérialisme en sciences, je vais vous donner là un rapport asymétrique. Les sciences s'enracinent bien en philosophie, bien sûr. Hein, je ne dissocie pas la philosophie des sciences, mais dans la validation des savoirs collectifs faits par les scientifiques, ces savoirs ne sont pas posés pour servir à dessein, je l'ai dit, donc une posture philosophique, métaphysique ou même morale. La science ne produit rien sur commande. Alors, je mets sur commande entre guillemets, ça c'est le contrat, bien sûr.
Il y a des cas de figure où on pourrait critiquer l'indépendance des sciences lorsqu'on commande à des scientifiques de faire une expertise et que celui qui demande l'expertise finance le laboratoire à qui il demande l'expertise. Alors bien sûr qu'on peut discuter de ces aspects socio-économiques. Mais encore une fois, je vous dis parce que je ne suis pas naïf, ces phénomènes socio-économiques existent, mais néanmoins, dans le contrat, ce qu'on apprend à nos doctorants, c'est à se comporter de cette manière. Donc la science, on pourrait la qualifier de passivement contraignante pour la morale, pour la philosophie, pour la métaphysique, c'est-à-dire qu'elle pose des choses sur la table, mais elle reste passive. C'est un peu débrouillez-vous avec ça. Hein, comme dit mon ami Pascal Pic, je le répète, c'est pas pour embêter les religions que les sciences ont trouvé que le chimpanzé, dans la nature actuelle, est le gros frère de l'homme. C'est une question de fait, collectivement validée par des méthodes que je viens de citer, et donc c'est passivement contraignant. Ça veut dire que ce n'est pas là pour embêter les gens, et c'est quand même contraignant parce que si vous voulez vous abstraire de cette connaissance, il faut se souvenir que cette connaissance, elle est collectivement validée, et donc il y a une barrière de potentiel à passer. Il va falloir, pour remettre en cause une connaissance scientifique, avoir de sacrés bons arguments. C'est donc quelque part contraignant. Hein. Au demeurant, je vous dis, j'ai l'air de vous dire des choses évidentes, mais encore une fois, c'est pas évident. Quand on parle d'origine animale de l'homme à des philosophes, nous, les scientifiques, on a plein de problèmes. On a plein de problèmes à faire admettre par certaines écoles de philosophie française le rattachement de l'homme à l'arbre du vivant. Une bonne partie de la philosophie n'a qu'une seule obsession, c'est de souligner l'unicité de l'homme, alors que nous, les phylogénéticiens, nous efforçons d'expliquer que ce n'est pas parce qu'on rattache l'homme à son rameau frère, s'appelle-t-il chimpanzé, ce n'est pas parce qu'on rattache l'homme à son rameau frère qu'on nie la spécificité de l'homme. Dans une phylogénie, il y a de la place pour les caractères communs sur le tronc ancestral commun aux chimpanzés et à l'homme. Il y a de la place pour les caractères communs aux chimpanzés et à l'homme. La présence d'un coccyx, le relèvement du maxillaire, enfin bon, plein de caractères. Et il y a de la place aussi à l'unicité de l'homme sur la branche qui lui est propre, le segment de branche qui est le bout de branche de l'arbre, là, où l'homme est tout seul, il a le temps d'accumuler des spécificités. L'appréhension phylogénétique du monde vivant n'a jamais été une réduction, n'a jamais été non plus une scission comme le voudraient certains philosophes, une scission irrémédiable de l'humain et de l'animal. Au demeurant, les philosophes définissent assez peu l'animal. Hein. En général, c'est un sac poubelle. Hein. Et donc, au contraire, il y a de la place pour l'inclusion. La démarche phylogénétique est une démarche agglomérative, ce n'est pas une démarche divisive. Une démarche agglomérative qui permet toujours à celui qui est aggloméré d'avoir ses spécificités. Bon, là, on a un problème de contrainte passive, si vous voulez. Le dialogue principal avec une certaine philosophie française, lorsque nous sommes des biologistes, ce n'est pas le créationnisme, hein, le dialogue principal, c'est le statut de l'humain. Pour vous dire à quel point le matérialisme scientifique est décrié par les mouvements qui récupèrent les sciences, dans un but politique, en l'occurrence le dessin intelligent aux États-Unis. Voilà ce qu'on trouve sur le site web. Le dessin intelligent se propose de faire échec au matérialisme scientifique, à son héritage destructeur sur le plan moral, culturel et politique, le remplacer par la vision théiste qui veut que la nature et les êtres humains ont été créés par Dieu. Là, on met les sciences dans un terrain où elles n'ont rien à faire, en quelque sorte. Vous comprenez immédiatement que ce mouvement intelligent, non, certainement pas ce mouvement intelligent, ma langue a fourché, excusez-moi, ce mouvement dit du dessin intelligent s'emploie précisément à brouiller les périmètres de légitimité. On fait que c'est un scientisme véritablement, parce qu'on voudrait que les sciences s'expriment sur un terrain métaphysique, et donc on assigne aux sciences un héritage destructeur sur le plan moral, culturel et politique, là où je vous disais tout à l'heure que les sciences ne font que poser des assertions sur la table, et à nous, les citoyens, dans l'arène des citoyens, de nous emparer des résultats des sciences et de savoir de quoi qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse, en quelque sorte. Mais les scientifiques ne le dictent pas. Dernier pilier, rationalité. Alors évidemment, là c'est évident, c'est même trivial. Si vous faites des fautes de logique, vous ne pouvez pas mener une expérience scientifique correcte. Hein. Et puis, je peux vous dire que si vous faites une faute de logique, vos collègues ne vont pas vous rater. Hein.
Nous sommes évalués en permanence par nos pairs, et donc ça veut dire que la moindre erreur, fût-elle de raisonnement, et a fortiori de raisonnement, sera corrigée par vos collègues, et même avant peut-être le processus de publication. Logique et principe de parcimonie. Principe de parcimonie, ça signifie que lorsque vous optez pour une théorie particulière ou un scénario particulier, eh bien, vous devez choisir celui qui fait appel au plus petit nombre d'hypothèses non documentées possibles. Ce principe, on le doit à l'émergence, à la réémergence de l'esprit scientifique au XIVe siècle, en la personne de Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam et son fameux rasoir d'Occam qui dit lorsque vous devez fournir une explication rationnelle sur le monde, vous ne devez pas multiplier les hypothèses superflues, vous devez vous en tenir au minimum. Ceci d'ailleurs n'est pas qu'une propriété des sciences. Nous sommes rationnels bien en dehors des sciences. Dans notre vie courante, nous nous comportons, le plus souvent j'en sais rien, mais nous nous comportons en quelques occasions en tant qu'êtres rationnels, c'est-à-dire nous voyons bien que si nous multiplions des hypothèses non documentées, on peut dire n'importe quoi. J'ai perdu mes clés, je vous refais le coup des clés si vous voulez, j'ai perdu mes clés, je ne sais pas où elles sont, j'essaie d'inférer un scénario qui me raconterait qu'est-ce qu'ont bien pu devenir mes clés entre le moment présent et le dernier moment où je les ai vues. Alors on essaie de réfléchir, vous faites des hypothèses sur les endroits où vous auriez pu poser les clés et les oublier, mais là vous ne vous rendez pas compte, mais vous y allez au minimum. En fait, vous n'allez pas supposer que les clés sont sorties par la fenêtre par inadvertance, on rebondit sur un trampoline 4 étages plus bas, sont rentrés ensuite dans la fenêtre du voisin du dessous, sont allés se loger sous l'armoire du voisin du dessous qui, lui, vous en voulant pour une fuite d'eau, vous aurait caché les clés et ne voulant surtout pas vous dire où elles sont. Bref, si aucune de ces étapes ne sont documentées, vous n'avez pas lieu de les supposer. Eh bien, en science, c'est pareil, nous ne supposons pas des hypothèses non documentées surnuméraires. Et cette parcimonie, elle est capitale parce qu'en fait, c'est une fonction de cohérence. On verra tout à l'heure que, finalement, plus vous êtes parcimonieux, plus les faits dont vous disposez se sont agencés entre eux. On va y revenir tout à l'heure sur le statut des théories scientifiques. La parcimonie est finalement une fonction de cohérence des faits dont vous disposez. Plus les faits sont cohérents entre eux, moins il y a besoin de faire d'hypothèses surnuméraires, moins ils sont cohérents entre eux, plus il y a besoin d'ajouter d'hypothèses surnuméraires. Alors, maintenant qu'on a regardé un petit peu ces 4 piliers qui assoient une attitude scientifique, et là, vraiment, pour moi, ils sont vraiment larges, ces 4 piliers. C'est vraiment un socle minimal. Je ne suis pas du tout un adepte des divisions entre sciences dures et sciences molles. Vraiment, vous pouvez mettre là-dedans les historiens, vous pouvez mettre les biologistes, les physiciens, les astronomes, les géologues, les sociologues, les psychologues, enfin bref. Vous pouvez y aller large. Ce socle est relativement inclusif. Mais en tout cas, ce dont je suis persuadé en tant que scientifique professionnel, et quand je dis persuadé, ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas être mis en débat, c'est mis en débat avec des épistologues professionnels bien sûr, mais ce qu'on peut admettre avec une bonne confiance, c'est le socle minimal. Si vous cassez l'un de ces 4 pieds, là je suis sûr qu'on n'est plus en science. Si on casse l'un de ces 4. Et les mouvements que nous critiquions la semaine dernière, nous pouvons montrer les uns après les autres qu'ils sont tous, bien qu'ils se prétendent scientifiques, la plupart d'entre eux, ils sont tous dans une attitude où l'un de ces 4 piliers se retrouve malmené. Alors justement, sur ces mouvements, je voudrais revenir sur les moyens qui sont employés par ces mouvements pour, en quelque sorte, récupérer les sciences à leur bénéfice. Le moyen 1, on l'a déjà vu la semaine dernière, j'y reviendrai pas. Le moyen 2, nous l'avons vu aussi, la confusion entre discours de valeur et discours de fait. Le moyen 3, et je voudrais m'y arrêter un instant, vous entendez autour de vous beaucoup de manipulations autour du mot théorie. Et je peux vous dire que la compréhension de ce que c'est qu'une théorie scientifique et comment ça fonctionne est un enjeu aujourd'hui très important dans les classes du secondaire. Beaucoup d'élèves ont retenu seulement, de je ne sais où d'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin ont retenu cette idée que ce qui est une théorie, ça serait quelque chose qui ne serait pas vérifié, ça serait en quelque sorte une élucubration, une
une théorie ne serait que, finalement, qu'une conjecture, enfin, ce ne serait que quelque chose qui serait un espèce de sous-produit de science, en quelque sorte. Alors qu'en fait, il n'y aurait pas de science sans théorie. Et ça, c'est vraiment important à réexpliquer aux enseignants du secondaire pour qu'ils puissent à leur tour le faire valoir auprès des élèves. L'un des principaux arguments de Philip Johnson, du mouvement de l'intelligent design, c'est de dire, par exemple, que l'évolution n'est qu'une théorie. Q apostrophe, tout est dans le Q apostrophe. Ça voudrait dire qu'il y aurait des choses qui seraient dégradées, qui seraient des théories, et au-dessus, il y aurait des faits qui seraient nobles. Et ça, dans tous les discours manipulateurs des sciences, vous retrouvez ce motif des faits qui seraient nobles, et dont celui qui vous parle, justement, serait le détenteur. Hein. Moi, je regarde que les faits. Ah, les théories, c'est les autres. Moi, je regarde que les faits. Vous voyez ? On trouve ça chez Cuvier, d'ailleurs, dans une polémique qui a eu lieu ici même au Jardin des Plantes. Cuvier qui reprochait à ses collègues de l'autre côté du jardin, Geoffroy Saint-Hilaire et Lamarck, de construire des systèmes intellectuels, et que lui décriait, lui prétendait, pour les décrier, ne s'en tenir qu'aux faits. Mais Cuvier n'a jamais vraiment voulu accepter qu'il avait lui-même une théorie qui lui permettait justement de rendre ces faits intelligibles. Il ne l'a reconnu qu'à la fin de sa vie. Faits et théorie ne sont pas séparables en science. C'est quelque chose qu'il faut vraiment admettre comme un des moteurs principaux de l'avancée des connaissances. En effet, permettez-moi une métaphore, une théorie est un système explicatif général dont la fonction est de mettre en cohérence une grande variété d'entités épistémologiques, comme des lois, des faits, des hypothèses, des modèles. Une théorie est là pour assurer la cohérence de l'ensemble. Et précisément, plus la cohérence est haute, plus les pièces de puzzle s'agencent bien entre elles, moins il y a besoin de passer de coups de lime sur les pièces de puzzle, plus on peut faire de prédictions. Une théorie fonctionne un petit peu comme assurant la possibilité qui vous est donnée en science de faire une prédiction sur le dessin qu'il va y avoir sur la pièce de puzzle manquante. C'est ainsi que les faits et les théories fonctionnent ensemble. Les faits dépendent d'une théorie pour être appréhendés, et même dépendent d'une somme immense de connaissances de fond, elles-mêmes théoriquement habitées. Hein. Mais une théorie sans faits ne tiendrait pas debout, bien sûr. Alors je vous reprends cette phrase du zoologiste Whitman qui disait « Une théorie sans faits n'est qu'une fantaisie, mais des faits sans théorie ne sont que chaos. » Un fait tout seul en science, ça n'existe pas. C'est un fait perdu dans le ciel, il n'y a que les créationnistes pour croire ça. Enfin, excusez-moi de dire ça, nos élèves le croient peut-être, et effectivement, il faut remettre ça au goût du jour dans l'enseignement des sciences. Les faits, les théories ne sont pas de moindre valeur que les faits et vice-versa. Alors comment ça marche ? Si des faits et des théories dépendent les uns des autres, comment fait-on pour changer de théorie ? Eh bien, c'est en mesurant la cohérence. Alors quand je dis en mesurant, enfin on va voir tout à l'heure comment on mesure ça, mais c'est en évaluant la cohérence des théories alternatives qu'on choisit une théorie plutôt qu'une autre. Un petit exemple, mais je pourrais vous faire le même discours sur ma profession, la phylogénie. Un petit exemple. Vous voyez, vous avez l'Amérique du Sud ici et l'Afrique du Sud. Et puis vous avez cet animal qui est un animal d'eau douce, mais qui vit sur les berges des lacs et des fleuves. Et on retrouve son fossile au Permien, associé à une faune et une flore. En Afrique du Sud d'un côté et en Amérique du Sud de l'autre. Et vous avez deux théories alternatives. Alors vous pouvez appeler ça un fait si vous voulez. Il est un fait que ce fossile est trouvé à l'identique. Alors c'est Mésosaurus, pour ceux qui ne connaissent pas le petit nom. Mésosaurus est trouvé à l'état fossile dans les couches du Permien d'Amérique du Sud et dans les couches du Permien d'Afrique du Sud. Vous avez la théorie numéro 1 qui est la théorie dite de la tectonique des plaques, enfin disons la dérive des continents pour faire simple. Cette dérive des continents prévoit qu'à l'époque, au Permien, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient jointives. Et puis vous avez la théorie numéro 2, qui est la fixité des continents, telle qu'elle était défendue encore par les époux Termier et Termier dans les années 1950-60. Je vous rappelle que les géologues Termier publiaient dans ces années-là des atlas de paléogéographie fixiste, où les différents continents présentaient les mêmes positions géographiques au Permien et à d'autres époques d'ailleurs que celles d'aujourd'hui.
Comment expliquer l'identité des faunes et des flores fossiles dans les couches du Permien d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud, dans une théorie de fixité des continents, donc le fait X dans la théorie numéro 2. Comment expliquer la position des mêmes fossiles, faunes et flores, dans la théorie numéro 1 ? Eh bien, vous devinez assez facilement que dans la théorie numéro 1, le fait X est éclairé de manière très cohérente. Il n'y a pas besoin d'hypothèse surnuméraire, en fait. C'est que si la théorie prévoit que l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient jointives, eh bien, ça explique de fait l'identité des faunes sur 2 continents qui, depuis, ont été séparés. Parce que la théorie prévoit justement la mobilité des continents. Dans la théorie numéro 2, c'est plus embêtant. Comment expliquer une faune et une flore incapables de traverser un océan Atlantique ? Comment expliquer qu'ils aient, dans cette théorie-là, des géographies aussi éloignées, des positions aussi éloignées ? Les époux Termier publiaient ce qu'on appelait des ponts continentaux. Des ponts continentaux, c'était des pointillés qui, sur la carte du monde au Permien, permettaient de faire se rejoindre, par voie de terre, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. Et il faut savoir que ces ponts continentaux, nous n'en avons pas la trace sur le fond de l'Atlantique. C'est ce qu'on appelle typiquement une hypothèse surnuméraire, une hypothèse faite pour, une hypothèse ad hoc. Plus une théorie est incohérente avec les faits, plus vous êtes obligé d'ajouter de telles hypothèses surnuméraires non documentées pour expliquer la contradiction d'un fait particulier avec la théorie. Et là, je vous fais toucher du doigt cette idée que la parcimonie d'une théorie et sa cohérence interne participent de la même mesure, si vous voulez. Et effectivement, au bout d'un certain temps, pourquoi change-t-on de théorie en sciences ? Au bout d'un certain temps, il y a une théorie qui finit par ne plus être tenable parce qu'elle est trop alourdie par cette série d'hypothèses surnuméraires qu'on lui injecte, et elle finit par exploser en quelque sorte. Alors, c'est une métaphore, bien sûr, ça se passe en douceur. Mais nous sommes dans une situation, comme vous le voyez bien, avec 2 idées qu'il faut retenir ici. Faits et théories fonctionnent ensemble. Les théories ne sont pas des élucubrations, elles ne sont pas moins nobles que les faits. Et deuxièmement, la parcimonie et la cohérence sont une seule et même mesure par laquelle on va retenir une théorie ou on va en rejeter une autre. Donc le discours qui dit « l'évolution n'est qu'une théorie », mais l'évolution biologique, oui, c'est une théorie. On dit la théorie contemporaine de l'évolution, mais elle se nourrit de multiples faits d'évolution. Et ce n'est pas parce que la théorie de l'évolution est théorie qu'il n'y a pas de fait d'évolution. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que nous connaissons des faits extrêmement bien documentés d'évolution qu'il faudrait ne plus parler de théorie. Nous, les scientifiques, nous avons un discours extrêmement ambigu à l'égard des théories. C'est au moment même où une théorie est la plus hautement corroborée, c'est au moment de sa plus belle heure de gloire, si vous préférez, qu'on arrête d'en parler comme une théorie. C'est quand même curieux. Aujourd'hui, qui parle de la théorie de la dérive des continents ? On va vous dire, les satellites, maintenant, ils mesurent la vitesse de déplacement des continents. Il n'y a plus besoin de parler de théorie de dérive des continents. Désolé, nous sommes au moment où cette théorie est le plus hautement corroborée, et en particulier par la mesure que peuvent faire les satellites du déplacement des continents. La théorie chromosomique de l'hérédité, il ne faudrait plus dire théorie, parce que franchement, les chromosomes, on les voit au microscope maintenant, il faut arrêter. Non, pourquoi devrions-nous renoncer au statut théorique du rôle des chromosomes dans l'hérédité? Elle n'a jamais été autant corroborée qu'aujourd'hui. C'est curieux cette attitude que nous avons, nous les scientifiques, d'abandonner le mot théorie lorsque ces théories sont au plus beau moment de leur existence, en quelque sorte. La théorie d'évolution, il n'y a pas de différence pour moi, alors que dans le public, je peux vous dire qu'il y en a. L'hérédité par les chromosomes, personne n'aurait idée d'aller contester ça aujourd'hui. La dérive des continents, tiens, j'ai appris hier, il y avait des enseignants ici dans cette salle hier, j'ai appris hier que dans des classes, aujourd'hui, il y a des élèves qui contestent la dérive des continents. Là, j'étais surpris, je pensais que ça ne concernait que l'évolution. Mais l'évolution, là, c'est une théorie et on peut la contester. Bon, c'est tout simplement lié au fait que l'évolution s'occupe de phénomènes du monde réel qui échappent à nos sens. Et le sens vernaculaire s'autorise à contester l'évolution alors qu'il ne s'autorise plus à contester la circulation sanguine. Si un gamin voyait entre l'âge de 15 ans et 20 ans une vache se transformer en girafe,
personne n'aurait l'idée d'aller contester l'évolution organique. Malheureusement, quand on a des organismes qui sont gros, la transformation spectaculaire morphologique, il lui faut beaucoup de temps pour survenir parce que les gros animaux, ils ont des temps de génération longs, ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'une vie humaine pour voir une vache se transformer en girafe. Par contre, les organismes qui évoluent très vite, ça, ils existent, on les voit même évoluer en laboratoire. Sur quelques mois, quelques années, voir des bactéries ou des mouches drosophiles se transformer, c'est possible. Mais malheureusement, ces organismes sont tellement petits, ces organismes à temps de génération court, très court, ils sont tellement petits qu'en général, la plupart de nos concitoyens ne les voient pas à l'œil nu. Ce qui fait que, voilà un phénomène biologique qui échappe à nos sens, et on a l'impression de pouvoir le contester, sans penser que les sciences ont pour rôle précisément de faire reculer l'explication rationnelle sur les phénomènes du monde réel, au-delà de ce que nos pauvres sens peuvent percevoir. Je vous rappelle, pour rappeler toujours ça à des enfants, si vous avez besoin de le faire, moi je me lève le matin, le soleil il se lève à l'est, et le soir je me couche, le soleil il se couche à l'ouest. Pour mes sens, le soleil il tourne autour de la Terre. D'accord ? Le rôle des sciences, c'est précisément de me dire, non, c'est l'inverse, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Les rôles des sciences, ça a toujours été de reculer toujours plus l'explication rationnelle du monde réel, au-delà de ce que nos sens peuvent nous permettre d'en concevoir. Autre manipulation courante et dont le contournement passe par une bonne compréhension de ce que font les scientifiques, c'est les problèmes des régimes de preuve. Vous entendez souvent parler de l'évolution comme n'étant pas reproductible par des expériences et donc discutable. Alors déjà, ça veut dire qu'on a oublié complètement de considérer l'évolution au laboratoire et on a complètement oublié l'évolution dans son statut théorique. Bon. Mais ce qu'on voudrait, c'est faire dans la nature des évolutions en temps réel, et puis non seulement en temps réel, mais en plus reproductibles. Alors d'abord, cette affirmation, elle est fausse sur le plan factuel, et puis elle est aussi fausse sur le plan épistémologique. Elle est fausse sur le plan factuel, tout bêtement parce que les mécanismes de l'évolution, et c'est là que je vais approcher les deux régimes de preuve en sciences, les mécanismes de l'évolution sont reproductibles en laboratoire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet ce soir, mais c'est une illustration malgré tout. Faire varier un milieu en laboratoire, imprimer sur des populations de drosophiles dans une cage des pressions de sélection et voir la population se transformer au bout d'un certain nombre de générations, ceci est possible. On peut même voir d'autres mécanismes, la dérive génétique, je ne rentre pas dans le détail. Il y a beaucoup de façons de produire des expériences au laboratoire d'évolution reproductibles par des observateurs indépendants. Donc le mécanisme de l'évolution, il est reproductible. Par contre, l'historicité des individus, oui, mais de ce qu'on appelle aussi les espèces dans la nature, l'historicité de ce qu'on trouve dans la nature, c'est-à-dire en fait le produit sur le long terme de ces mécanismes, ces produits-là ne sont pas reproductibles. Pourquoi ? Parce que leur existence a dépendu dans le passé, ou leur maintien a dépendu dans le passé d'événements contingents du milieu qui eux-mêmes ne sont pas reproductibles parce qu'ils sont contingents précisément. Vous souvenez-vous, la variation propose, les milieux disposent, en quelque sorte. La sélection naturelle, c'est un succès reproductif différentiel entre variants. Ceux qui laisseront plus de petits à la génération suivante le feront parce que les milieux ont été tels ou tels sur un certain nombre de générations. Nous ne pouvons pas reproduire l'histoire, nous ne pouvons pas reproduire l'évolution comme nous ne pouvons pas reproduire l'histoire. Le pan historique, le pan de type sciences des historiens, des sciences de l'évolution, n'est pas reproductible sur le long terme. Les mécanismes au laboratoire de l'évolution, tels qu'on peut les expérimenter, eux, sont reproductibles. Vous sentez bien que là, il y a deux régimes de preuve. Devant une classe, on peut toujours, quand un élève le dit, mais pas toujours mal intentionné, quand il dit « l'évolution ne peut pas le refaire », alors donc c'est pas la peine. On peut demander tout simplement à l'élève « et la bataille d'Austerlitz, on peut la refaire alors ?» Non, alors quels éléments vous permettent de penser que la bataille d'Austerlitz a vraiment eu lieu ? Est-ce que la preuve de l'historien ne passe pas non plus par la reproductibilité de quelque chose ? Ou l'interprétation
par maximisation de cohérence entre nous, des faits reproductibles. Une certaine maximisation de cohérence qui va être acquise indépendamment par plusieurs auteurs. Il y a bien chez les historiens la validation d'un scénario collectivement assumé. En histoire, nous ne sommes pas tellement différents d'ailleurs. Les historiens, finalement, indépendamment les uns des autres, finissent par se mettre d'accord collectivement sur un certain nombre de motifs. Le détail, après, est toute une question de degré, mais il y a quand même une trame générale qui ressort d'une validation dont le processus est collectif, comme chez nous, les expérimentateurs. Alors voilà un tableau bien compliqué. Excusez-moi du tableau, mais je vous en donne quelques éléments, ce n'est pas pour tout noter, mais c'est pour vous donner deux types de sciences qui, à mon avis, ne doivent pas être opposées. Là, elles sont décrites en parallèle, mais elles ne doivent pas être opposées. Dans les grandes lignes, en sciences de l'évolution, comme dans d'autres sciences d'ailleurs, en sciences de la Terre, mais aussi en astronomie, vous avez un régime de preuve expérimental qui passe par des manips à la paillasse, reproductibles par des observateurs indépendants. Et là, les mécanismes de l'évolution, nous pouvons les tester de la sorte. Vous avez aussi des sciences qu'on pourrait qualifier d'historiques, c'est-à-dire des sciences qui s'occupent d'objets qui n'ont existé qu'une seule fois, ce qu'on appelle des particuliers. En fait, ils n'ont existé et n'existeront jamais qu'une seule fois parce que ces objets sont les fruits d'un processus historique contingent dont chaque étape de modification est conditionnée à l'étape juste antérieure. En général, nous prouvons en sciences expérimentales par démonstration, et en général, nous disposons de lois, d'où le nom de ces sciences qu'on appelle nomologiques, des sciences qui disposent de lois. PV égale NRT, excusez-moi d'être trivial, mais la loi des gaz parfaits, par exemple, pression par volume égale nombre de moles par la constante plus fois la température. Bon, PV égale NRT, c'est une loi. Si vous disposez de 4 des 5 termes de la loi, vous en déduisez obligatoirement le 6e. Le résultat n'est pas négociable dans une science nomologique. Mais il n'y a pas de loi de l'histoire. En science historique, il n'y a pas de PV égale NRT. Vous avez des particuliers, et la preuve ne passe pas par la démonstration, la preuve passe par la monstration. Je dois cette distinction de monstration à Armand de Riclès, professeur au Collège de France, qui l'explique très bien aux enseignants. On n'explique pas le fruit d'un processus évolutif en 2 coups de cuillère à peau avec une craie et un tableau noir avec des équations. La preuve d'une évolution passée dans une lignée particulière du vivant se fait par accumulation de faits qui se corroborent entre eux et dont on mesure en permanence la cohérence. Alors le plus bel exemple, c'est la phylogénie précisément. Ces arbres de parenté que nous construisons, nous avons des outils mathématiques pour mesurer la cohérence de ces arbres en tant que micro-scénario à proposer à la face du monde. Cette cohérence, elle se mesure. On a même un indice qui s'appelle l'indice de cohérence, c'est pas mieux dire. Donc il y a une preuve historique qui est à l'œuvre et dont on mesure par accumulation de faits et puis par monstration dont on mesure la cohérence. Le type de raisonnement, alors allons vite. Oui, non, là on va passer parce que sinon s'il faut expliquer les différents raisonnements, ça va être un peu compliqué. Je passe les raisonnements, mais il y a des raisonnements légèrement différents dans les 2 modes de preuve. La colonne de gauche travaille avec des entités sans histoire, la colonne de droite travaille avec des entités dotées d'une histoire. Ce qu'on explique par la colonne de gauche, c'est le plus souvent les processus de l'évolution, c'est-à-dire en fait des relations, on met en évidence des relations de cause à effet par voie expérimentale. Ça, c'est bon pour la chimie, c'est bon pour la physique, c'est bon pour une bonne partie de la biologie, mais la biologie traite d'entités qui sont historiques, et on n'explique pas seulement en biologie les organismes vivants ou leurs parties avec des relations de cause à effet, mais on les explique aussi par leur histoire, c'est-à-dire en analysant la répartition et l'agencement des structures de ces êtres vivants. C'est ce qu'on va appeler les patrons. Et ces patrons, ils ont une interprétation. Ils sont ainsi parce qu'il y a une histoire derrière qui explique pourquoi ils sont ainsi, et nous mesurons la cohérence de ces patrons précisément. Le temps, je vais au point 7 tout de suite. Souvent, dans les sciences nomologiques, nous sommes synchrones dans le temps. Nous expliquons le monde dans ces relations de cause à effet tel qu'il est aujourd'hui, maintenant, ici, alors que dans la colonne de droite, eh bien, nous sommes dans un temps plus profond
il y a l'histoire qui intervient, et nous sommes ce qu'on appelle en diachronie, c'est-à-dire que nous sommes dans l'épaisseur du temps, en quelque sorte. Bon, allez, je saute à la dernière ligne. Exemple type, mesure des fréquences d'allèles dans une cage à population de drosophiles. Ça, c'est la science ici sur la colonne de gauche. Et puis, sur la colonne de droite, typiquement, la paléontologie ou l'anatomie comparée permettent de construire des phylogénies en incluant des fossiles. Et nous sommes là dans de la maximisation de cohérence. Nous sommes dans de la science d'historien, en quelque sorte. Alors, il y a beaucoup de confusion sur ces deux colonnes. Il y a même des gens qui ont trouvé des lois de l'évolution. Alors là, ça serait long à raconter, mais sur la colonne de droite, en décrivant la forme des arbres phylogénétiques, qui sont elles-mêmes le fruit finalement d'acquisitions contingentes d'attributs au cours du temps, eh bien, il y a des gens qui ont cru voir des lois sur ces arbres phylogénétiques. Je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas de loi à l'accumulation des modifications d'organes en tant que, en tant que processus historique sur le long terme. Il y a bien des lois physico-chimiques, bien sûr, il y a bien des lois même en génétique des populations, dans les processus fins de l'évolution, mais le produit de l'histoire sur le long terme, lui, n'est pas prévisible. Et je termine sur le dernier point sur lequel j'ai peut-être insisté la semaine dernière, mais je crois qu'on n'insistera jamais suffisamment. Une bonne partie soit des confusions, soit des manipulations sur le métier de scientifique consiste à ne pas voir la distinction entre la dimension personnelle des options métaphysiques ou politiques que les scientifiques décident par contrat de laisser au vestiaire du laboratoire, je le répète, et la dimension collective de validation des savoirs scientifiques. Si les sciences ne sont pas intentionnées sur le plan métaphysique, moral et politique ou religieux, si elles ne sont pas intentionnées, c'est précisément parce que, pour garantir leur indépendance politique, les scientifiques ont laissé au vestiaire du laboratoire des assertions de ce type. Ils n'ont collectivement décidé de ne plus s'occuper que de questions de faits expérimentables, histoire comprise, L'universalisme non dogmatique des sciences est précisément fondé sur la distinction entre un cadre personnel et un cadre collectif. Tous les créationnismes d'aujourd'hui, quelle que soit l'obédience, quelle que soit la sophistication de leurs arguments, travaillent sur une confusion entre un cadre personnel et un cadre collectif. Le cadre personnel, il est garanti par la laïcité institutionnelle, en tout cas ici en France. Chacun est libre d'élaborer pour soi-même ou non un agencement métaphysique de son choix, moral ou politique d'ailleurs, entre les résultats des sciences et ses options personnelles. Mais en aucun cas, ceci ne constituera ce qu'on appelle une connaissance objective. Par contre, le statut de connaissance objective, il n'est acquis que dans une dimension collective du métier de scientifique, avec un cadre épistémologique qui n'est pas tacite. Ce que je vous dis ce soir, ça n'est même pas explicitement dit à des doctorants, mais c'est un contrat que nous observons tacitement, un cadre épistémologique qui voudrait que nous soyons sceptiques sur les faits, réalistes en principe, matérialistes en méthode, j'ai bien dit en méthode, c'est-à-dire ce que nous pouvons appréhender expérimentalement du monde réel n'est que matière ou propriété sophistiquée de la matière, un rationalisme bien sûr, et une neutralité métaphysique. Alors le cadre politique, la laïcité institutionnelle, en principe, garantit quelque part le plein exercice de cette profession. Mais ça ne veut pas dire que les scientifiques ne pourraient pas fonctionner dans un pays qui ne soit pas laïque. Les pays non laïques, ils sont plus nombreux que les pays laïques à la surface du globe. Ça n'empêche pas les scientifiques de faire ce qu'ils ont à faire, dans une certaine mesure d'ailleurs, parce qu'il y a des pays où si les sciences sont bridées précisément, c'est qu'en fait on attend d'elles qu'elles se soumettent à un pouvoir théologico-politique. C'est le cas pour une partie des pays arabes notamment. Neutralité morale et politique des scientifiques, collectivement organisée. Quand je dis des scientifiques, individuellement, vous avez bien des gens qui outrepassent en quelque sorte leur contrat professionnel. Mais sur le plan collectif, nous n'avons pas à être convoqués et à dire d'une seule voix, si vous voulez, de quelle option il faudrait s'emparer sur le plan moral ou politique. Nous n'avons pas signé ce contrat, en tout cas depuis 2 siècles, nous ne signons plus un tel contrat. Alors, les tours de passe-passe qui sont faits par les organisations spiritualistes convoquant les sciences
à titre collectif précisément, il est là. C'est-à-dire que dans Le Monde, par exemple, dans le journal Le Monde du 22 février 2006, si ma mémoire est bonne, l'Université interdisciplinaire de Paris, organisation spiritualiste française, travaillant au troisième prétendu grand paradigme de des sciences, c'est-à-dire une science enfin réarmée du sentiment de spiritualité et de morale qui l'accompagnerait, convoque les scientifiques à titre collectif pour que les scientifiques prennent leurs responsabilités quant aux conséquences métaphysiques de leur découverte. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Que nous soyons, nous, en tant que profession, en train de prendre nos responsabilités sur les conséquences métaphysiques de nos découvertes. Ça veut dire que nous serions irresponsables de trouver que le chimpanzé, le gros frère de l'homme, ou je ne sais quoi d'autre, en quel type de contraintes cherche-t-on à faire peser sur nos épaules collectives dans la façon dont nous avons à trouver des réponses sur le monde réel ? C'est très curieux. Alors, l'appel dans ce journal était intitulé « Pour une science sans a priori ». Alors ça, c'est habile du point de vue de la communication. Parce que des scientifiques comme moi qui s'engagent vers mes concitoyens qui me payent avec leurs impôts en l'occurrence, qui s'engagent à essayer de faire identifier à mes concitoyens un périmètre de science de manière à ne pas s'en laisser raconter par les tentatives de manipulation des sciences qu'on voit aujourd'hui de plus en plus sophistiquées, ces scientifiques-là, je ne suis pas le seul, auraient des a priori, alors que eux, les humanistes ouverts au dialogue, n'ont pas d'a priori. Ne pas avoir d'a priori épistémologique, c'est ne plus pouvoir faire des sciences du tout. Alors quand je dis a priori, je reprends leurs mots, mais ce ne sont pas des a priori, j'ai parlé de contrat. Il y a bien quelque part quelque chose qu'on enseigne à nos doctorants, il y a bien un contrat dans les pratiques scientifiques d'aujourd'hui. Pourquoi devrions-nous renoncer à notre contrat pour ouvrir les sciences telles qu'elles existent depuis 2 siècles à des contraintes qui n'ont rien à voir avec l'agenda relatif à la découverte des connaissances objectives? L'agenda, il est politique. L'agenda, il consiste, comme le souhaite le Vatican lors du discours sur le Grand Jubilé, à exiger des scientifiques qu'au moment où ils sont sur le terrain de la découverte, à exiger des scientifiques qui ne laissent pas de côté ce que le Vatican appelle la foi. Mais notre autonomie politique, nous l'avons acquise il y a 2 siècles et demi, précisément parce que nous avions laissé, je vous le rappelle, au vestiaire du laboratoire, des entités non matérielles, les inspirations spirituelles et les affirmations relevant de la foi. Je vous rappelle que la foi, dans sa définition, n'est pas négociable. Regardez dans le dictionnaire ce que foi veut dire. Je vous rappelais dès le début de la séance dernière que les assertions scientifiques étaient fiables, tiraient leur fiabilité ou leur autorité non dogmatique, si je peux dire, du fait même de la possibilité qui est donnée à chacun de remettre en cause ces affirmations. Je ne vois pas comment ces mouvements peuvent concevoir l'autonomie des sciences. Je vous rappelle que ces mouvements, dont fait partie la fondation Templeton aujourd'hui, dont le prix en 2007 était supérieur au prix Nobel, a récompensé un grand physicien français cette année en la personne de Bernard d'Espagna, qui travaille dans cette organisation et qui est co-signataire de cet appel dans Le Monde en 2006. Je ne suis pas décidé à laisser définir mon métier par des gens dont on sait que l'origine est, n'est pas du monde des scientifiques précisément. Johnson est juriste. Il y a des gens qui font partie de ces organisations qui sont des théologiens, il y a des philosophes, il y a des scientifiques qui se laissent coopter, mais comme je vous le disais la semaine dernière, dans mon métier, il y a une grande masse silencieuse et nous ne devons pas accepter de laisser reformuler par des gens qui instrumentalisent les sciences dans un but politique. Je renvoie là à Johnson et son agenda sur le Wedge Document. L'agenda est clairement politique. Ne nous laissons pas redéfinir notre métier sans qu'on nous demande notre avis. Je ne sais pas qui accepterait ça, que sans vous demander votre avis, on vous dise « Ah, les sciences, c'est plus ça maintenant. Les sciences, ça va être autre chose. Ça va être le 3e paradigme du XXIe siècle. Science et spiritualité, ouverture. » Enfin bref. Donc, récusation du matérialisme méthodologique qui fonde la possibilité de reproduction d'une expérience. Donc, j'appuyais lourdement sur ce point pour vous dire que nous avons des forces politiques aujourd'hui qui ont pour vocation précise de créer la confusion entre le cadre personnel et le cadre collectif. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que le contexte de validation des savoirs scientifiques, il est tacitement laïque depuis 250 ans. Et c'est pour ça que nous avons notre autonomie sur la découverte de ce qu'il y a à dire de rationnel sur le monde réel. Ces organisations se conduisent
comme des scientistes, mais paradoxaux. Pourquoi exige-t-on que les sciences s'ouvrent à des modes d'appréhension du monde dont il a fallu d'ailleurs précisément qu'elles se débarrassent pour pouvoir être autonomes? Ces spiritualistes sont des scientistes dans le sens où on convoque les sciences dans des fonctions qui ne sont normalement pas les leurs, c'est-à-dire nous rassurer sur l'angoisse de l'inconnu. Là, je vous fais un schéma à la tronçonneuse, extrêmement rudimentaire. Voilà en blanc ce qui est connu et en noir ce qui est inconnu. Eh bien, pour ces mouvements, on exige des sciences qu'elles participent à une explication totalisante du monde et immédiate. Tout doit être expliqué tout de suite. Et comme les sciences n'expliquent pas tout de suite, on en fait un motif de faiblesse des sciences et on convoque le sentiment spirituel à l'intérieur des sciences pour atteindre un niveau d'explication du monde supérieur. Tout doit être expliqué tout de suite par tous les moyens. Et pourquoi a-t-on cette exigence? Parce qu'on cherche à se rassurer. L'inconnu angoisse ces gens-là. Les scientifiques ne sont pas angoissés, ce sont de foutus optimistes. Les scientifiques se disent « Je sais très bien que la plupart des manifestations du monde réel ne sont pas connues, mais j'en fais pas un drame. J'ai un contrat méthodologique et mon optimisme consiste à dire « Avec les moyens dont je dispose, les 4 piliers dont je vous ai parlé, eh bien, je vais essayer de repousser la limite de l'inconnu. Je suis à la frontière du connu et de l'inconnu. » Le fait que les sciences n'expliquent pas tout n'est pas un motif de récusation de celle-ci. J'aurais plus de boulot sinon. Les scientifiques n'auraient plus de travail s'il fallait que tout soit expliqué tout de suite. Vous savez, j'ai l'air de vous dire des idioties, mais ce que je dis là est très ancré dans le grand public. Quand vous avez une cour d'école et on parle d'une émission parascientifique, comme Mystère par exemple, ça n'existe plus, mais ça me faisait marrer, Mystère. Mystère, sur TF1, c'était « Ah, il y a un truc mystérieux ». Il ne faut surtout pas l'expliquer, parce que si vous expliquez le machin, vous désenchantez le monde. Alors ce qui est bien, quand l'émission, il faut qu'elle se termine sur le mystère, vous voyez. Alors il y a des gamins à l'école qui discutent, et puis il y a des gamins sceptiques quand même. Il y a des gamins qui s'émerveillent du mystère. Ah ouais, on ne sait pas ce que c'est, les ronds là, dans les champs, là, on ne sait pas ce que c'est, les traces dans les Andes, etc. Bon. Et quand quelqu'un ramène une explication scientifique, on commence à lui dire ouais, ça suffit, Camembert, les sciences, elles n'expliquent pas tout, alors ça va. La récusation des sciences au motif qu'elles n'expliquent pas tout est un vrai paradoxe que j'arriverai jamais à m'expliquer. Quelle image rendons-nous au public? Notre métier est fondé sur ce pari optimiste qui est précisément d'expliquer une partie du monde réel que nous savons de toute façon majoritairement inexpliquée avec des méthodes bien spécifiques. Donc la science, c'est pas tout expliqué tout de suite par tous les moyens, tout est potentiellement explicable selon certains moyens. Et ça, c'est très important à donner comme idée. Ce qui importe aux scientifiques et aux citoyens, me semble-t-il, donc, c'est de ne pas tirer des conclusions abusives en dehors des sciences, c'est-à-dire ne pas faire dire aux sciences qu'elles n'ont pas à dire, ce que font les organisations dont je vous ai parlé, ne pas faire dire aux sciences ce qu'elles ne disent pas, bien sûr, c'est ce que je viens de dire, ne pas laisser les scientifiques se faire instrumentaliser, ça c'est ce que je suis en train de faire maintenant, ne pas enseigner autre chose que les sciences en cours de sciences à l'école publique. Et là, je rejoins le combat politique qui consiste à faire identifier le périmètre de sciences par nos politiques à l'échelle européenne. C'est que si demain nous voulons que les cours de sciences naturelles restent des cours de sciences, nous n'avons pas à laisser redéfinir les sciences de l'intérieur. Vous connaissez l'affaire de Dover, le procès de Dover. L'enjeu, c'était l'enseignement aux États-Unis. Le rapport Langagne, l'enjeu, c'était l'enseignement des sciences naturelles en Europe. Nous n'avons pas à laisser redéfinir les sciences par des forces politiques qui sont mues par des gens qui ne sont pas des scientifiques. Désolé d'avoir une casquette à porter, mais il y a bien un métier où on sait ce qu'on fait. Quelques références pour terminer, et voilà, c'est vraiment la dernière image, ça fait un quart d'heure que je dis que je termine. Paul Bogossian, La peur du savoir, un livre que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup fait plaisir parce que c'est un livre qui explique grosso modo comment à la fois les scientifiques occidentaux se tirent une balle dans le pied, mais aussi les intellectuels occidentaux se tirent une balle dans le pied en ne reconnaissant plus comme ayant une portée universelle la rationalité des Lumières et les méthodes qui vont avec, et les conséquences politiques qu'elles impliquent, parce que cette rationalité, elle implique les droits de l'homme. Au demeurant, si vous voulez lire quelque chose sur les droits de l'homme, je vous conseille le livre de Malcolm Markovitch qui s'appelle « Les Nations désunies », où on montre que les Nations unies sont en train de renoncer, en quelque sorte, aux droits de l'homme, précisément, par ce qu'on appelle le relativisme cognitif qui habite maintenant une bonne partie du monde intellectuel occidental.
Et puis pour terminer sur l'évolution, un petit peu de publicité, guide critique de l'évolution chez Belin, avec 3 co-auteurs, qui sort dans un mois, et qui n'est pas une critique de l'évolution en tant que théorie scientifique, mais qui est une critique de la façon dont nous parlons d'évolution. Merci.